Bonjour à vous tous et bienvenue à notre webinaire sur l'électrochoc de la transformation numérique. Nous avons énormément de contenu aujourd'hui, donc sans plus tarder, je vous présente notre invité, André Michel, qui est directeur solutions d'industrie info-nuagique, Office 365 et Azure secteur public pour l'Est du Canada. Donc, André, bienvenue. On ne fera pas comme si on ne se connaissait pas. On se connaît bien, André, fait que ça me fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Donc, je te laisse commencer. Vas-y. Bonjour, Maxime. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici cet après-midi virtuellement parce que je pense que ce ne sera pas une surprise pour personne. On n'est pas encore rendu à un moment où est-ce qu'on peut se rencontrer, mais ça ne saurait tarder. Fait que d'ici là, on va essayer justement là, de parler d'un sujet qui est complètement pertinent là, à travers tout ce qui vient d'arriver dans la dernière année, la transformation numérique. Et question là, de pouvoir mettre un petit peu un contexte à travers ça, j'ai pensé commencer la présentation cet après-midi avec un petit vidéo de 3 minutes. C'est pas très long, c'est en anglais, il y a des sous-titres en français. De Peter Hinson. Peter, c'est un entrepreneur en série, c'est un conférencier. J'ai vu assister à plusieurs de ses cours. Il donne, entre autres, des cours au London Business School of Economics à Londres et au MIT à Boston. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement crédible quand on parle de transformation numérique. Puis, dans le vidéo et dans ses cours, dans les formations, dans le matériel qui est même disponible sur Internet, il parle beaucoup là, de réfléchir à l'après-demain. Il va revenir sur ça. On ne parlera pas de demain, on va parler de day after tomorrow, le jour après-demain. Puis, il nous pousse à repenser là, du côté de l'innovation, quoi faire dans une période de grands changements puis de volatilité. Fait que sans plus tarder, je vous démarre ça tout de suite avec une vidéo. Donnez-moi juste 2 petites secondes pour que j'active. Je vais activer les sous-titres. Et pour faire ça, ben, on fait appel à l'intelligence artificielle. Oui, ce qu'on voit là, oui, absolument. Les sous-titres qui sont là vont être traduits parce que ce n'est pas dans toutes ces langues-là là, que c'est disponible, évidemment. Ça fait-tu appel à Cortana? Dans ce cas-là, non. C'est vraiment dans le back-end YouTube, fait que probablement du côté de Google. De Google, OK. Do you feel that the world around you is changing faster than ever before? And that the rate of change is actually accelerating? Do you believe that the number of unknown unknowns is increasing? Well, you're not wrong. The pace of change today is exponential, and large organizations are struggling to find and spot new and radical ideas quickly and seem unable to move fast enough to develop their potential. In the 20th century, size was power. But today, in this age of urgency, being big seems to be a disadvantage. Success means focusing not just on tomorrow, but on what the day after tomorrow will bring. We are arriving in a moment where a cocktail of new technologies are advancing the speed of change. This is a Wright brothers moment where key innovations can trigger a cascade of changes that transforms the world. These technologies are the engines of our future. Cloud computing is the new normal, where the smallest startup now has access to computing power at a scale that was previously only available to giant corporations or superpowers. Data is the new oil, and artificial intelligence will become so prevalent it truly becomes the new electricity. Internet of Things, machine learning, digital manufacturing are rapidly ushering in the fourth industrial revolution. New network-based logic, like blockchain, will have an impact far beyond cryptocurrency, creating a more secure, robust, and decentralized Internet of Trust. Augmented and virtual reality are changing the way we interact, bringing experiences to customers to an entirely new level. And if quantum computing lives up to its promise, the leap in processing power alone will drive breakthroughs that we can't even begin to imagine. So how do we accelerate our day after tomorrow thinking to survive and thrive in times of radical innovation? In a VUCA world, volatile, uncertain, complex, and ambiguous, where new ideas, new technologies, and new business models can suddenly change everything, concentrating on the day after tomorrow isn't a luxury, but an absolute necessity. So it will be vital to embrace this exponential future of business, to understand that agility might be your company's single biggest asset.
This is the time for risk-taking and long-term radical thinking, when you still have the time and the money to shift gears. So focusing on the day after tomorrow will be your best recipe for survival, to help you to remain both essential and relevant for your customers. Redesign your company in terms of culture, not structure. Find leaders who don't want to lead and employees who actually do. Hire thinkers, doers, makers, and rule breakers, and trust them. Avoiding risk isn't safe. It stops you from evolving. So embrace chaos, fight the status quo, and remember, the impossible is just a possibility waiting to be born. This is the age of urgency and innovation fueled by technology. And you have to be prepared. You have to reinvent yourself. There are so many tools, ideas, platforms, and people just waiting to be connected. If you are willing to learn, unlearn, and take radical new directions, you will find your day after tomorrow. Qu'est-ce qui me frappe là-dedans, là, André, là, qu'est-ce que M. Henson vient de dire? Entre autres, là, un des points qui m'a frappé, c'est que le cloud là, nous a vraiment permis aujourd'hui, je trouve que la PME d'aujourd'hui a accès à exactement tous les mêmes outils technologiques que les grandes multinationales. Puis à l'époque où le cloud n'existait pas, il y a 15, 20 ans, 30 ans, ce n'était pas le cas. C'était vraiment pas vrai. Non, 100%, Maxime. Puis, tu sais, dans le fond, on parle beaucoup de transformation numérique, là, puis ce que tu amènes, la possibilité qu'aujourd'hui amène les éléments là, liés au cloud. Je vais essayer de séparer ça en deux choses. Premièrement, pour m'assurer qu'on parle le même langage, puis que les gens là, qui sont à la conférence, on situe sur la même chose. Je différencie beaucoup la portion modernisation des infrastructures, de la technologie, donc se mettre à l'heure du jour sur le plan de la technologie, et la transformation numérique. La portion modernisation des infras que le cloud rend possible, là, je vais appeler ça un anglicisme, un peu la cloudification. Là, tu sais, il y a plein de gens, il y a dans des clients, les gouvernements, des ministères, des organismes, dans le public, dans le privé. Au début des années 90, là, il y a 15-20 ans, là, on a vu des sites web informationnels, tout ça, on a vu un paquet de choses apparaître. Début 2010, on a vu les iPads, les tablettes apparaître, les sites web transactionnels. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a de l'informatique vieillissante, on va dire des infrastructures. Il y a des gens, là, l'adoption puis le virage vers le cloud, c'est clair que ça a commencé pour un certain nombre d'entreprises puis de gouvernements, d'entités publiques. Mais c'est sûr qu'il en reste beaucoup à faire. La première étape, puis c'est là où il faut différencier, moderniser l'infrastructure, c'est prendre ce qu'on a aujourd'hui, quand c'est pas à l'heure du jour, quand la cybersécurité n'est pas là, quand les éléments fondamentaux d'infra sont pas là, puis l'amener au monde moderne, c'est-à-dire commencer à tirer profit des bénéfices du cloud. On n'est pas nécessairement en train de revoir nos façons de faire, on n'est pas en train nécessairement de changer notre entreprise, mais au moins, on se donne un certain nombre d'outils. Ça ne veut pas dire qu'on manipule parfaitement tous ces outils-là et toute la puissance, mais au moins, on se donne la chance d'y arriver. Puis après ça, quand on peut passer à la transformation numérique. Transformer, qui est là, plus les processus d'affaires, offre de services, les clients, blablabla. C'est revoir notre proposition de valeur au complet comme entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, c'est un terme très galvaudé, hein, André, la transformation numérique, c'est un buzzword là, actuellement. Donc, vas-y donc en nous expliquant c'est quoi, en quelques minutes, là, la transformation numérique. Oui, c'est ça. Fait que, le côté impératif de la transformation numérique, là, si je résume ça sur ces deux slides-là, c'est attirer, intéresser le client. Donc, il y a la notion client, employé, opération, offre de service. Les 4 morceaux qui sont là, puis ce matériel-là va être rendu disponible aux gens qui participent. Mais c'est les questions qu'on a à se poser. Puis selon dans quel domaine d'affaires qu'on est, selon d'où on part, selon où on veut aller, il faut aller définitivement dans ces 4 secteurs-là. Donc, quand on parle des clients, de regarder les nouvelles expériences, est-ce qu'on considère ces éléments-là? Du côté de la marge de manœuvre aux employés, on va y revenir à plusieurs reprises et beaucoup plus en détail, là, mais qu'est-ce qu'on offre à nos employés pour pouvoir travailler là, dans le nouveau monde? Le côté des opérations qui touchent nos fournisseurs, nos relations avec les partenaires d'affaires sous toutes les formes, à l'interne de l'organisation.
puis l'offre de service au sens large. Ces éléments-là là, sont fondamentaux. Là, on est en transformation. Fait avant ça, modernisation, mais après ça, transformation. Puis, Satya Nadella, qui est le patron de mon patron, probablement mon patron, chez Microsoft, c'est le CEO. Il y a eu un rapport récent qui a été publié. Écoutez, on parle, là, Maxime, 22 mars 2021. Malheureusement, pour l'instant, il est en anglais. Je ne sais pas s'il va être publié en français, mais je vous encourage. Je sais que Marie-Ève est supposée publier là, dans le chat le lien pour le downloader. C'est très récent et ça questionne n'importe qui sur le travail hybride. Est-ce qu'on est prêt? On va revenir, j'ai un ou deux extraits après ça là, sur le travail hybride, puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire. C'est assez marquant. Puis ce qui est important quand on parle de transformation numérique, c'est d'avoir l'honnêteté, peu importe son rôle dans l'organisation, de se poser des questions en n'ayant pas des réponses préconçues, en voulant dire, ben, ça concerne les autres, mais ça ne me concerne pas moi. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, là, mais il faut être capable de se poser ces questions-là. Puis, écoute, André, on peut-tu prendre pour les gens là, qui se diraient, je vais prendre un raccourci, je vais laisser faire la modernisation de mon infrastructure, puis je vais aller tout de suite à la transformation numérique. C'est-tu quelque chose qui peut se faire? Oui, ça serait le fun, hein, si on pouvait faire ça, évidemment. Je vais essayer de répondre à ça en disant, ben, écoute, c'est sûr que dans un monde idéal, tu n'as pas le choix de moderniser en premier. Puis c'est logique. Dans le fond, la modernisation là, de tes infras, puis la cloudification de tes services, donc prendre des serveurs, des choses que tu as sur site, ces éléments-là, puis de les amener dans le cloud, c'est comme si tu étais en train de couler ta footing. Puis si tu veux te transformer, c'est ce qui va par-dessus ta footing. Que ce soit une maison, que ce soit une bâtisse, elle va être aussi solide que la fondation. La fondation, c'est tes éléments d'infrastructure, tes éléments qui te permettent d'aller à grande échelle, tes éléments de cybersécurité. C'est tous ces éléments-là. Fait est-ce que tu peux faire un plan qui va te permettre de chevaucher les deux, c'est-à-dire faire les deux en même temps? Oui, ça se fait. Mais c'est sûr qu'il faut que ta modernisation, là, tu donnes un petit coup pour partir. Avant l'étape 1. Oui, tout à fait. Tu vas passer là, à ta transformation puis essayer d'identifier un certain nombre de questions que tu vas pouvoir te poser pendant que tu modernises tes infrastructures. Vous travaillez souvent, là, dans le cas de MS Solutions, à cause de vos compétences, dans des dossiers de modernisation définitivement de clients qui ont des serveurs sur site, des choses du genre. Et ça se prête énormément à ça, mais en décalé, après ça, de commencer à réfléchir, où est-ce qu'on est, notre positionnement de marché, où est-ce qu'on veut aller, les enjeux, les risques, on va y revenir, mais c'est vraiment important de démarrer ça tôt. Puis, pour continuer dans la même veine que tu viens de dire, André, c'est sûr que tous les systèmes informatiques entre eux autres sont beaucoup plus faciles à brancher dans le cloud que si tu as à brancher des systèmes qui sont soit on-premise, local chez le client avec d'autres dans le cloud. Ça se parle, mais beaucoup moins bien. Écoute, puis qu'est-ce que tu penses d'une entreprise qui nous dirait, moi, mon entreprise est rentable, mes employés sont heureux, les clients sont satisfaits, la croissance est là année après année, puis voudrait ne pas prendre la décision de transformer numériquement son entreprise. Qu'est-ce que tu penses? La première chose, ça pourrait être un réflexe normal d'un entrepreneur, d'une entrepreneur qui se dit, écoute, nous autres, ça va très bien depuis plusieurs années, pourquoi qu'on ferait l'effort de se transformer numériquement? Deux questions je te poserais. La première, je te demanderais si cette entreprise-là est cotée en bourse, puis je te dirais, écoute, je suis vraiment intéressé à acheter des actions parce que écoute, on rêve de ça, puis je fais une blague en disant ça, en voulant dire, c'est sûr que surtout pour les gens, là, puis moi, je n'aurais jamais la prétention, je n'ai pas la responsabilité d'être chef d'entreprise, d'être propriétaire, puis de savoir que c'est pas évident à un moment donné de questionner et de dire on est-tu en train de faire la bonne chose, puis faut-tu se renouveler, puis tout ça, c'est pas sûr que c'est vraiment le fun. Fait que une des choses qu'il faut se dire, pour chaque situation qui est impossible, puis c'est peut-être une bonne façon de poser le problème, c'est on a-tu le choix de ne pas le faire? Puis les gens qui sont ici aujourd'hui, pour chaque menace, il y a une opportunité. C'est un classique dans le milieu des affaires. On parle d'une opportunité de 100 000 milliards là, dans la transformation qui va se faire dans les prochaines années. C'est beaucoup, beaucoup de sous. Puis évidemment, dépendant de notre domaine d'affaires, ça peut être différent. Mais ce qui est surtout important, qui marque l'imaginaire,
Oui. C'est cette statistique-là. 52% des Fortune 500 en l'an 2000 n'existent plus. C'est plus qu'ils ne sont pas dans le Fortune 500. Là. Il y en a d'autres qui les ont remplacés. Ils n'existent plus. André, là-dessus, là, j'ai tout le temps le même exemple, c'est Kodak. Tu sais, si on avait dit à nos grands-parents que Kodak n'existerait plus un jour, honnêtement, ils ne nous auraient pas cru. Et on n'a jamais pris autant de photos qu'actuellement. Donc, Kodak aurait toute sa raison d'être et Kodak a carrément pas pris le virage digital. Tu sais, c'est carrément ça. 100%. Puis, tu sais, l'exemple de Sears est pareil. Tu sais. Oui, Sears qui a été la corporation qui avait un catalogue, qui avait, tu sais, c'était pendant des années a dirigé ce marché-là. Il livrait à la maison à partir d'un catalogue. Il aurait pu faire le transfert sur le web facilement. Absolument. Puis là, c'est souvent du trop peu, trop tard. Puis c'est facile de refaire l'histoire après. Je pense pas que c'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce que je prétends quand je dis ça. Mais ça, ce sont des faits là, quand on regarde ça. Puis on parlait d'éléments extraits du rapport qu'on a parlé tout à l'heure sur les nouvelles méthodes là, du travail. Bon, avec le COVID dans la dernière année, là, les gens ont été à même là, de pouvoir observer certaines choses. 66% des dirigeants qui disent que leur entreprise envisage de réaménager les espaces de bureau. Écoute, les entreprises qui louaient des bâtisses dans n'importe quelle ville sur la planète, pas à Québec, pas à Montréal, partout dans le monde, les gens qui étaient propriétaires de ces édifices-là ont des questions à se poser, ça a changé les plans de match. 73% des employés, c'est 3 sur 4 qui souhaitent que le télétravail puisse continuer. Le gouvernement du Québec, dans ce cas-là, le Conseil du Trésor a approuvé qu'il y aurait 3 journées par semaine qui seraient possibles pour la majorité des corps d'emploi. C'est du jamais vu, là, parce que c'est pas dans la tradition. Là, tu parles pour le Trésor ou tu parles pour tous les ministères? Pour toutes les entités. Donc, je vais généraliser en sachant qu'il y a des exceptions. Okay. Mais quelque chose qui n'était pas acceptable avant, c'est 3 jours sur 5 va être considéré dans la plupart des corps de métier. Wow. Et peut-être une autre statistique extrêmement importante là, pour les gens là, sur l'appel, 46% des employés prévoient déménager parce qu'ils peuvent désormais travailler à distance. Ça veut dire que c'est presque 1 sur 2. Là. Ouais. Ben, si on ne permet pas ça dans notre organisation, puis si on dit non, moi, je veux voir les gens en avant de moi, ben là, des fois, il faut se poser des questions sur la façon dont on évalue la performance au travail. C'est-tu par l'impact ou si c'est par le fait que, vu qu'on est là, ben, ça fonctionne bien. La statistique aussi sur LinkedIn, sur 5 fois plus d'offres d'emploi à distance pendant la pandémie. Fait que c'est des éléments importants. Du côté du gouvernement, là, si je peux me permettre, on pourra regarder d'autres slides après, mais ce que j'ai observé quand il y a eu le début de la pandémie, qui était fantastique, parce que le côté modernisation des infrastructures, on l'avait commencé là, à cause des responsabilités que j'ai du côté de mon travail. On avait commencé à travailler beaucoup avec le gouvernement du Québec, le réseau de la santé, avant la pandémie. Beaucoup d'infrastructures disponibles, mais la transformation du travail, elle l'avait pas encore été. Arrive la pandémie, tout le monde, on est tous pris chez nous. On se souvient de ce virage-là. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps. Première chose qu'il a fallu rendre possible, bureau du premier ministre. Parce que là, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions? Fait qu'il y a eu des choses, enabler Teams, faire que les gens puissent s'en servir. Deuxième chose, tout de suite après que le bureau du PM, ses proches collaborateurs puissent fonctionner, l'Assemblée nationale. Parce que, savez-vous quoi? On vit dans un système où est-ce qu'il y a des lois, où est-ce que là, il fallait voter des décrets, il fallait approuver des décrets, il fallait que le processus parlementaire qui est écrit comme il est écrit, il a dit, ben non, mais là, on ne peut pas dire, ouais, mais il y a une urgence. Oui, on a tout traité en urgence. Fait que ça a fait qu'il a fallu voter des lois rapidement parce que là, il fallait soigner du monde. Mais là, la majorité des gens ne pouvaient pas se déplacer. Fait qu'il a fallu introduire la possibilité pour les gens, les médecins, de faire de la consultation à distance. Quelle belle évolution, ça. Quelle belle modernisation. J'espère qu'ils vont conserver ça après la pandémie, mais c'est inévitable là, que c'est une modernisation. C'est inévitable. Il en parle aujourd'hui, justement. C'est très intéressant. Sauf que il y a 1 an, c'était pas remboursé par la RAMQ. Fait qu'un médecin qui faisait des actes comme ça, il a fallu qu'il modifie la loi en urgence. Puis, par-dessus ça, je parle de loi, c'est le ministère de la Justice qui est dans un grand chantier de transformation. Bon, ben,
là, les tribunaux, les juges, comment est-ce qu'on fait ça? Fait qu'il a fallu, dans un temps record, moderniser l'infrastructure technologique des palais de justice, des juges, pour qu'ils puissent continuer à se faire certaines opérations là, de base. Là, on ne parlait pas de faire des grands procès parce que là, les délais continuaient à courir par rapport aux enjeux qu'on sait, l'arrêt Jordan, puis tout ce qu'on parlait, c'est la loi et la loi, là, puis on ne dit pas, ouais, mais là, c'est spécial. Fait que oui, c'était vrai, mais il fallait quand même faire ces ajustements-là. Fait que c'est un bon exemple de ce qui arrive du côté de la justice parce que dans un premier temps, il y avait eux aussi l'infrastructure Teams, les accès à ça, mais ce n'était pas mis en place. Okay. Puis, il y avait un grand projet de transformation. On s'est dit, ben, on va introduire ces nouvelles technologies-là pendant les 4 prochaines années. Finalement, on l'a fait en 3 mois, ce qui devait prendre 4 ans à faire. Pas tout, comprenons-nous. Là. Puis là, je vais tout nier en cours, c'est le cas de le dire. Si jamais quelqu'un dit, hey, André, t'as dit ça. Ce qui a été enablé très, très vite, c'est la modernisation. On a rendu disponible aux juges, à des greffiers, à des avocats, à des gens de faire à distance, coupables, non coupables, des choses, de la médiation, des choses simples pour éviter à des gens. Puis là, il y a eu plein de choses qui se sont dites à partir de ça, de dire, ben, ça voudrait-tu dire qu'on pourrait éviter à des policiers de partir de Montréal puis s'en aller dans un tribunal, prendre 2 jours à aller-retour, juste des fois pour un témoignage. Puis, fait que là, dans le portrait de la transformation numérique, de la transformation de la justice, on dit, là, ça nous ouvre plein de possibilités qu'on disait, non, non, oublie ça, là, ça fait des centaines d'années à l'Assemblée nationale, des centaines d'années au palais de justice. Au palais de justice, qu'on a toujours marché de même. Quand un juge se présente en avant, tout le monde se lève, on se rassoit. Là, comment on va faire ça quand on va être par Teams, puis c'est qui le juge, puis tout ça, là, il y a beaucoup de réflexions, là. C'est qu'on est en train de dire comment on identifie. Quand le juge, il cognait avec son marteau, puis tout le monde se tait, comment ça marche? On a vu, là, on fait des Teams, dire, bon, fait que ça, le décorum de ces éléments-là, là, ça bouscule les choses. Ça s'appelle la transformation numérique là, solide. Puis, écoute, j'ai-tu raison de croire aussi qu'il y a eu des gains de productivité? Parce que j'ai même lu à un endroit, André, que au début de la COVID, il y avait déjà des longs délais dans les tribunaux, puis c'était une grosse crainte que ces délais-là augmentent puis deviennent invivables, entre autres avec l'arrêt Jordan, et qu'au contraire, certains tribunaux administratifs même ont été plus productifs puis ont réduit la liste d'attente quand, dans le fond, on pensait que durant le COVID, ça allait rempirer les listes d'attente. As-tu constaté ça de ton côté? Oui, puis non seulement tu as raison pour la justice, tu as raison pour la santé, puis là, je vais mettre des bémols. Faut comprendre que ce que la COVID a amené, cette modernisation-là, 10 fois plus vite que ce qu'elle était prévue, surtout dans des milieux plus réfractaires au changement, mais je dis pas ça négatif, c'est que c'est certain qu'on s'attend de la justice ou de certains milieux que ça bouge pas, même en santé, on est prudent. Il faut le faire de la bonne façon parce que les impacts sont trop grands. Ce que ça a eu de bon, c'est que ça a donné des bénéfices où il y a eu des listes d'attente, autant dans la justice, même dans la santé, de vraiment accélérer les choses. Là, ce matin, du côté de la santé, on entendait beaucoup de commentaires là, sur les radios, des commentaires du Collège des médecins, comme de quoi, ben là, il y a eu trop de télémédecine qui renvoyait après ça les gens à l'urgence. Ça. Fait que là, il faut comprendre que cette espèce d'avènement-là très rapide, de nouvelles façons de faire, ben, crée de l'insécurité, crée des choses. Il faut tuner ça. Là. Fait que c'est correct de penser que c'est clair que ça ne reviendra pas en arrière. Ça, je te le confirme. Être dans ces dossiers-là là, à tous les jours, ça va être pour le mieux. Et c'est ça à quoi les gens s'attendent. Ça aussi, les citoyens, nos enfants, ils ne s'attendent pas à ce que ça fonctionne de la même façon là, que ça fonctionnait pour nous autres, puis c'est bien correct. Je ne sais pas si tes enfants sont du même millénaire que toi. Non, non, ils me disent tout le temps que moi puis je suis dans un autre siècle puis un autre millénaire qu'eux autres. Là. Fait que ça veut tout dire. Mais c'est une bonne nouvelle. Sur le court terme, ça a été pour le mieux pour beaucoup d'aspects. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont nécessiter des ajustements. Mais à la gang ensemble, moi, je pense qu'on va y arriver. Là, André, tu nous as parlé beaucoup du gouvernement. Est-ce que tu penses que les mêmes phénomènes s'appliquent également aux entreprises privées?
C'est-tu les mêmes commentaires? Oui. Puis c'est vrai, merci Maxime de me le rappeler, parce que bon, mon quotidien, à cause de mon travail, c'est le secteur public pour l'Est du Canada, donc les provinces de l'Atlantique et le Québec surtout. La différence, en fait, je te dirais que c'est encore plus critique, ça fait drôle à dire, pour l'entreprise privée, parce que les gouvernements, généralement, là, si on pense à SAC, à RAMQ, à CNESST, à Revenu Québec, à Retraite Québec, à l'Assemblée nationale, c'est des monopoles jusqu'à un certain point. Là, je ne sais pas si tu as essayé d'avoir ton permis de conduire ailleurs qu'à SAC, là, mais je te l'annonce. Oui, j'ai pas eu de succès. Ça ne marche pas. C'est ça, tu as raison. Pour les entreprises, c'est une autre réalité. Fait que ce qui est essentiel. Et peut-être encore plus, il y a encore plus un clash, je pense, avec les entreprises privées, parce que, comme tu viens de le dire, quand tu fais affaire avec le gouvernement, c'est un monopole. Tu n'as pas le choix de faire affaire avec lui. Puis là, ben, naturellement, dans l'entreprise privée, on a plein de compétiteurs. Donc, si toi, tu ne te transformes pas, tes compétiteurs, eux autres, sont peut-être transformés. Puis j'ai une série de réflexions. C'est tellement vrai ce que tu dis. J'ai une liste que je me suis faite pour être sûr de ne pas en oublier. Puis elle n'est pas exhaustive. Mais il y a 3 catégories que j'ai mis. Les clients, fait que aux gens là, qui sont là, puis que dépendant des secteurs des entreprises. C'est quand tu parles de transformation numérique, il faut que tu te poses la question, tes clients aujourd'hui, là, ça va-tu être les mêmes clients demain? De quelle façon ces gens-là vont acheter produits et services que ce que tu rends à disposition, là, dépendant encore une fois de ton domaine d'affaires? De quelle façon ils vont l'acheter? Comment ils vont te trouver? Si tu parles à tes enfants des pages jaunes, là, du bottin, ils vont te dire de quoi tu me parles. Mais on a tous grandi avec ça. Là. Nous autres, on sait encore qu'est-ce que c'est. Là. Mais quand je vais chercher ton organisation dans Google aujourd'hui, par exemple, si tu n'es pas sur la première page, là, faut que tu te demandes comment je peux faire pour être en haut le plus possible, parce qu'on est tous comme ça, on s'attend à ça. Comment ça te coûte de dollars que tu ne sois pas en mesure de répondre rapidement aux clients qui te posent des questions? Tout à fait. Comment mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle d'entrée de gamme? Là, je partageais il n'y a pas longtemps, moi je suis un client de la Banque nationale. Cette semaine, tu sais, quand tu envoies des paiements, des transferts là, par téléphone, j'avais un contact. C'était plus les bonnes coordonnées. Dans l'interface, pas capable de trouver comment mettre à jour. En ajouter, pas de trouble. Comment mettre à jour un qui est déjà là? C'est plus le même numéro de téléphone, il faut que je le change. Je me dis, OK, je peux le supprimer, le rajouter, mais il doit y avoir une façon. Il y avait une fenêtre de chatbot en bas qui est de l'intelligence artificielle. Fait que j'ai écrit ma question littéralement. Comment puis-je faire pour modifier les coordonnées d'un destinataire pour un envoi sécurisé? Ça m'amène direct à la bonne page avec un URL. Puis c'était pas en tout où je pensais, là, c'est zéro rapport. Mais ça, ben, en d'autres temps, j'aurais été frustré pendant un bout. J'aurais appelé, j'aurais pris service à la clientèle. Il aurait fallu, tout ça coûte plus cher, puis génère un service à la clientèle moins bon. Là, on est du côté client, les employés. C'est quoi le profil de nos employés aujourd'hui? Ils ont quel âge? Quelle sorte d'expérience? Ils vont-tu rester là encore longtemps? Ils vont-tu? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on en perd à la compétition? Comment on fait pour les attirer, la prochaine génération, les intéresser, les outils? Parce que là, la génération de nos enfants, là, selon les outils qu'on leur offre, ça fait une différence. Bien, de toute façon, ils les ont eu à l'université. Au cégep, peu importe, là, à l'école, ils l'ont eu. Donc, naturellement, ils vont s'attendre d'avoir tous ces nouveaux outils-là performants en arrivant dans leur travail à l'entreprise qui va les embaucher. Donc, tu vas devenir, si tu ne te transformes pas numériquement, tu vas devenir irrelevant pour la nouvelle génération de travailleurs qui arrivent sur le marché. Puis, comme dans tous les domaines où à peu près il y a des pénuries d'emploi aujourd'hui, fait que tu es aussi bien de te mettre attirant pour ces employés-là qui vont venir travailler chez vous. Là. Ça inclut ce que tu dis, Maxime, la capacité ou pas de faire du télétravail. Là. Ça va faire une différence. Là, on parle Québec, le transport se fait bien, tu es à Montréal. Quelqu'un qui a à faire 1h15, 1h30 de voiture le matin puis le soir, est-ce que de se faire offrir un travail qui va lui permettre de travailler 2, 3, peut-être toute la semaine à distance, sauf exception, ça peut-tu faire la différence? Tu peux être sûr que oui. Même le côté embauche à l'étranger, on en a déjà discuté ensemble. Oui. Non seulement aller recruter à l'étranger, fait qu'on parlait de LinkedIn tout à l'heure. De quelle façon est-ce que vous recrutez à l'étranger?
Est-ce que tu vas en chercher? Est-ce que tu peux ouvrir à des nouveaux marchés de cette façon-là? Ben, écoute, je peux te donner un exemple vivant de ce qui s'est passé chez nous il y a 3-4 mois. On a réussi à recruter une ingénieure justement de Microsoft, une Marocaine qui est à Lisbonne actuellement au Portugal. Et elle, c'était son rêve de venir habiter à Montréal. Son conjoint est montréalais. Donc là, elle veut se trouver un travail pour éventuellement immigrer au Canada. Elle a trouvé une de nos offres d'emploi sur LinkedIn et elle a appliqué sur notre emploi, puis on l'a embauchée. Puis actuellement, elle travaille à partir de Lisbonne pour des dossiers de nos clients ici au Québec. Et tranquillement, là, on a commencé le processus d'immigration avec elle, là, en espérant qu'elle puisse immigrer là, dans les prochains mois. Là. Mais c'est un processus normalement d'1 an. Mais je viens de te prouver, de te démontrer là, exactement ce que tu venais d'expliquer. J'en entends toutes les semaines. Toutes les semaines, j'entends ce même genre de commentaires, Maxime. Là, si on va plus loin encore, cette transformation-là numérique, où qu'elle nous amène, André, elle nous amène, nous autres, là, on s'est dit comme entreprise, si maintenant on a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup, c'est un grand mot, mais on commence à avoir des employés qui travaillent de d'autres pays pour travailler sur des dossiers de nos clients au Québec, ben pourquoi qu'on n'aurait pas des clients ailleurs dans le monde et ce ne serait pas nos Québécois qui travaillent sur ces dossiers-là à distance? Les clients, de moins en moins, ont besoin de nous avoir chez eux. Depuis la pandémie, ça a brisé tous ces réflexes-là qui étaient normaux avant, que quand tu avais un dossier à faire avec un client, ben, tu te présentais chez eux. À cette heure, post-pandémie, je pense que ce ne sera plus une exigence de tous les jours. Là. Non, écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as raison, non seulement dans l'entreprise privée, mais au gouvernement, on voit la même chose, puis c'est pas petit. Là. Il y a beaucoup là, de choses qui ont changé, qui vont changer, puis c'est l'élément de compétition, et c'est à travers ça, parce que là, c'est toujours de dire, ben ouais, non, c'est compliqué, peu importe les bonnes raisons, parce que je suis pas en train de faire un jugement de valeur et dire, non, c'est pas si pire que ça. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que nos compétiteurs, dépendant encore une fois du domaine, mais eux autres, s'ils le font, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut devenir irrelevant, là, excuse l'anglicisme, est-ce qu'on peut devenir non pertinent en 2, 3, 5 ans parce que finalement, on se fait complètement dépasser par quelqu'un qui va aller chercher une autre approche sur le plan de la main-d'œuvre. Tout à fait. Hey, c'est toujours intéressant de parler ensemble, André. Puis écoute, là, je vois le temps un peu avancer. Donc, écoute, en conclusion, tu pourrais dire que le chantier de la transformation numérique, on le prend de quelle barre? On le commence comment? Oui. Puis, écoute, la dernière acétate que je vais utiliser là, pour conclure, puis peut-être essayer de dire, il y a évidemment, comme dans n'importe quoi, pas de recette miracle, mais peut-être le premier volet là, de pourquoi se transformer, là, c'est les éléments concernant les défis et les enjeux d'affaires. Donc, il faut être capable de reconnaître, on a-tu des technologies vieillissantes, des éléments de pression de marché, de compétition, attirer, retenir les talents. Là. Ces éléments-là, comme entreprise, là, ça nous rejoint. On pense-tu que oui, un ou l'autre ou les trois qui sont là? Puis est-ce qu'on pense, si on voit ça dans le positif, pas rien que de changer pour changer, mais d'aller chercher quelque chose de plus gros, l'opportunité d'affaires, les nouvelles technologies, les nouveaux marchés, fusion, acquisition, toutes ces possibilités-là. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les points d'entrée de la transformation numérique. Donc, à partir de ce pourquoi se transformer là, il y aurait plus d'éléments là, que ce qu'on voit là-dessus, mais c'est le premier en haut, la cloudification, donc la modernisation, devenir une entreprise intelligente, commencer à se donner des outils pour pouvoir aller mieux, plus vite. Moderniser collaboration, mode de travail, permettre le télétravail, les outils, ce que vous faites beaucoup du côté de mes solutions avec Office 365, d'installer ça, de rendre ça disponible rapidement. Puis le troisième volet, l'exploitation des données puis des nouvelles applications d'affaires, donc typiquement les CRM, les systèmes de gestion de relations clients. Puis comment se transformer à ce moment-là? L'idée, c'est sur la partie gauche, où est-ce qu'on voit la stratégie numérique, là, si on voit ici. Donc, c'est créer une vision d'affaires puis concevoir un plan. Parce que ça, c'est important. Il faut savoir quand on parle, quand on va faire ça, quand on va vouloir commencer à se transformer, se faire un plan, 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est quoi les objectifs? On ne parle pas ni de faire bouillir l'océan, ni de tout régler du jour au lendemain. Mais quand on a une vision,
la direction de notre organisation, les employés même avec qui on va partager ça, dire qu'on s'en va, ça devient un projet porteur structurant pour l'entreprise. Fait que ça, là, la stratégie numérique, c'est vraiment important. Après ça, on est en exécution avec la capacité numérique, c'est-à-dire on prend le plan, on regarde, on a-tu besoin d'introduire des capacités de réalisation numérique en bas? Faut-tu s'associer avec des entreprises comme la tienne, comme MS Solutions, puis comme d'autres, parce qu'on va vouloir avoir des stratégies de marketing, on va vouloir faire du marketing numérique, on va vouloir aller chercher des nouveaux clients. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va vouloir assembler des solutions. On ne voudra pas concevoir, écrire du code, puis du code, puis du code pendant des siècles et des siècles. Ça peut être du jour au lendemain, dépendant des besoins d'affaires. Puis tout ça, du côté support évolution, on veut mettre ça dans un continuum où ça va se mettre à jour, ça va être sécuritaire, puis on va pouvoir en profiter. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment important. Puis je vais finir peut-être par une statistique un petit peu drôle, mais pour les gens que ça pourra concerner sur l'appel, c'est que généralement, quand tu as un site de commerce électronique, la rétention de quelqu'un versus un autre site, c'est en dedans de 100 millisecondes. C'est 1/10 de seconde. Il faut que tu aies retenu l'attention de quelqu'un. Okay. Je serais porté à dire aux gens, dans votre cas, pour ceux qui en ont, puis si on n'en a pas, c'est peut-être pertinent, mais pour ceux qui en ont, combien de temps est-ce qu'on pense que ça prend pour qu'on retienne l'attention d'un éventuel client? Ça, ce n'est pas des statistiques d'André Michel, c'est des statistiques de marché où la clientèle, là, mettez-vous comme consommateur, combien de temps vous attendez devant quelque chose qui est trop long, qui est trop compliqué, qu'on ne trouve pas, qu'on ne se retrouve pas? Si c'est ça, là, il faut revoir les façons de faire. Fait qu'en tout cas, il n'y a pas de magie, comme je dis, Maxime, mais je voulais au moins partager là, ces éléments-là là, avec les clients de MS Solutions. Mais je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'échanger. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est ça. Bon lien, André. Passons aux questions. Marie-Ève, est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Oui, on a une question de l'audience. Dans une PME, qui devrait être le porteur du projet de la transformation numérique? Vas-y, André, puis je complémenterai. Oui. Je dirais, il y a pas, en anglais, ils disent silver bullet, là, mais il n'y a pas de réponse magique, mais je vous dirais, c'est tellement important, la transformation numérique. Le porteur de la vision, je pense que ça ne peut pas être autre qu'un dirigeant au plus haut complètement parce que c'est l'existence de l'organisation à terme qui est à jeu. Fait que là, je parle de la vision. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que dire, ouais, mais moi, je ne connais rien en technologie. Tout ça, dans la transfo, là, la vision, on ne parle pas de technologie. On parle de se poser les questions, de faire du brainstorming avec des gens, des animateurs, des entreprises qui vont aider le dirigeant, mais c'est le dirigeant qui doit le porter. L'autre personne, pour l'exécution, donc si on se revient à quand j'ai présenté la slide, quand on va avoir créé un plan, là, ça peut être des gens à l'intérieur de l'organisation qui ont plus de compétences. Différents départements. Absolument. C'est comme ça, je pense que je résumerais ça. Je ne sais pas si tu es en accord ou tu as des commentaires. Tout à fait. Non, tout à fait d'accord avec toi, André. Marie-Ève, avons-nous une autre question? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Ah ben parfait. Pour conclure rapidement, première des choses, André, je veux te remercier. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, de discuter de la transformation numérique, qui, je sais, est un domaine ou un sujet qui te passionne. Donc, merci encore. Pour les gens présents au webinaire, je veux vous remercier de votre présence. Je veux vous dire que dans toute cette transformation-là numérique, encore dans la même veine qu'André a dit, où qu'on peut vous aider, MS Solutions, c'est naturellement, entre autres, de moderniser votre infrastructure, qui est souvent la première étape. Donc, vous aider à migrer tous vos services ou certains services. Souvent, ça se fait un à la fois, par étape, vos services vers le cloud. Ensuite, on peut vous intégrer ou vous migrer dans Microsoft 365, anciennement appelé Office 365. Ensuite, on peut vous former dans toute la partie collaborative de l'écosystème de Microsoft 365, c'est-à-dire vous former vos usagers, vos employés à bien utiliser Teams, SharePoint, OneDrive, Planner, OneNote. C'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Et finalement, on peut vous aider à faire des applications, à développer des applications dans
dans l'écosystème Microsoft 365, développer des applications en lien avec SharePoint, entre autres, Power Apps qu'on va utiliser, qui va vous mener aussi à Power BI, d'avoir des tableaux de bord pour votre exécutif dans Power BI. Quand tous vos éléments sont dans le cloud, honnêtement, là, avec les API qui existent actuellement sur le marché, c'est très simple de tout brancher vos systèmes ensemble pour qu'ils soient collaboratifs. Donc, c'est ça qu'on peut faire pour vous aider dans votre transformation numérique. Donc, pour finir, merci encore André. Et au plaisir, Marie-Ève, veux-tu nous dire c'est quoi la date du prochain webinaire et la date et le sujet, s'il te plaît? Oui, Maxime, le prochain webinaire est le 7 mai prochain et on va parler du concept de Zero Trust en cybersécurité. Une nouveauté dans le marché, on en parle beaucoup. On va démystifier qu'est-ce que ça veut dire le Zero Trust en cybersécurité. Extrêmement important. C'est vraiment un bon sujet. Peut-être que je vais assister, mais non, je fais des blagues parce qu'on en parle tellement. Ça nous ferait plaisir, André. Ouais. C'est critique. Oui, puis écoute, tu sais, là, notre sujet d'aujourd'hui était la transformation numérique et le cloud qui est le préalable à la transformation numérique, mais la cybersécurité, tu le sais, c'est tellement un monde vaste. Puis de plus en plus, dans Microsoft 365, on applique de la gouvernance puis de la sécurité qui aide les entreprises à être plus sécurisées par rapport à tous les dangers qu'il y a actuellement, là, les rançons logiciels, puis etc. Là, il y en a un multiple. Donc, encore, notre audience, merci d'avoir participé. Merci, André, de ta participation. Grand plaisir, Maxime, Marie-Ève. Une productrice exceptionnelle. Donc, merci et à la prochaine. Merci.